Dorozodeut 17, parking souterrain, 2 immeuble Le Belvédère, secteur nord. Caméra C12 hors service depuis 00041. Je l'ai vérifié sur le panneau de contrôle incendie, armoire technique couloir B, clé passe PTT clonée. J'ai un badge visiteur au nom de Claire Dumas. Plastification mat, photo récente, QR code valide sur la borne d'accueil. Le sac contient un ordinateur 13 pouces, un dossier cartonné, un flacon de gel hydroalcoolique, une carte bancaire à débit différé. Rien d'inhabituel. Je traverse la travée 6. Une berline noire moteur chaud. Condensation sur les vitres, signe d'attente longue. À l'intérieur, un homme seul, casque oreillette, doigt sur téléphone. Il ne me voit pas. L'éclairage est intermittent, ballast fatigué. Je m'arrête à 2 mètres du coffre. J'ouvre mon dossier comme si je cherchais une place. À l'intérieur, un double fond. J'en sors un boîtier de relais GSM, taille d'un paquet de cigarettes, antenne plate. Je le fixe sous le pare-choc arrière côté gauche, aimant néodyme. Contact stable. Un voyant bleu clignote 3 fois. 03 en 01, ascenseur de service. Je monte au 7e. Je ne regarde pas la caméra de cabine. Le miroir me renvoie une femme en manteau beige, chaussures plates, cheveux attachés. Aucune bague, aucun signe distinctif. Sur mon poignet, une montre connectée sans marque visible. Elle vibre une fois, C12 off. 03 06. Palier 7, porte 7B, je ne sonne pas. J'utilise la clé mécanique, le cylindre a été changé récemment, mais le modèle est standard. Je tourne à 34 degrés. Deuxième cran, la porte s'ouvre sans résistance. À l'intérieur, appartement témoin, trop propre, canapé gris, table basse, bouteille d'eau alignée, aucun cadre photo, odeur de désinfectant. Sur le plan de travail, un paquet de cigarettes marque italienne entamé. Cendrier en métal. 2 mégots écrasés. Je les prends avec une pince, je les glisse dans un tube stérile. Je referme. Je note l'heure sur l'étiquette. Je vais directement à la chambre. Plaçard coulissant. Derrière une pile de chemises sous housse, un sac de sport noir, fermeture éclair. À l'intérieur, 3 téléphones basiques, 2 liasses de 50 € sous film, un carnet. Je ne feuillette pas ici. Je photographie chaque page sans l'ouvrir complètement, en angle flash désactivé. Numéro, initial, montant, date. Je prends aussi le bord des pages. Traces de gras et empreintes possibles. 3h14, salle de bain. Je laisse l'eau couler 8 secondes, bruit constant, couverture sonore. J'ouvre le réservoir de chasse. Une enveloppe étanche scotchée sur la paroi intérieure. Je la récupère. À l'intérieur, une clé USB et une carte SIM. Je remets le réservoir en place, scotch neuf, angle identique. Je sèche les surfaces avec un chiffon microfibre propre. Aucun cheveu laissé. 3h20. Salon, une fenêtre donne sur la rue. En bas, 2 hommes fument sous l'auvent. L'un porte une doudoune sans logo, l'autre une veste de cuir. Ils alternent regards et téléphonent comme des gens qui attendent un signal plutôt qu'un taxi. Je pose mon ordinateur sur la table. Je branche un adaptateur sur la prise murale. L'appartement a un routeur dans un meuble TV. Je ne touche pas au routeur. J'utilise un point d'accès autonome. Connexion chiffrée. Je copie le contenu de la clé USB sur un disque externe. 2,6 gigaoctets. Dossier nommé par date. Fichiers audio relevés PDF. Capture d'écran de messagerie. Je sélectionne un fichier récent, bureau-nord-11-01. Lecture. Voix masculine enregistrée à distance. On parle de transfert, d'une reprise d'actifs, d'un nettoyage de dettes via 2 sociétés écrans. Nom de prête-nom, comptes étrangers, notaire. Une phrase revient, tant que le dossier du vieux reste fermé, personne ne bouge. Je coupe le son. Je ne laisse pas le fichier ouvert. Je crée une copie modifiée. Même métadonnées visibles, contenu remplacé par un montage court. Une fausse note vocale où un nom précis apparaît, prononcé comme une erreur. Je sauvegarde. Je remets la clé USB dans l'enveloppe, je la replace exactement là où elle était. 3h33. Ma montre vibre. MVT, travée 6. La berline du parking vient de démarrer. Le boîtier relais est actif. Je n'ai pas besoin de le suivre, j'ai besoin qu'il soit suivi. Je ferme la porte 7B. Je descends par l'escalier, pas l'ascenseur. À chaque palier, je touche la rampe seulement avec la manche. Pas de peau. 3h41, sortie de service. L'air froid me prend la gorge, réaction mécanique. Je traverse la rue. Je m'arrête devant une vitrine fermée. Réflexe de contrôle. Je vérifie mon reflet, je vérifie derrière moi. Rien d'ostensible. Je sors mon téléphone civil, j'ouvre l'application de banque. Un virement programmé s'exécute.
4 800 € vers une société de nettoyage industriel. Libellé. Intervention dégâts des eaux. Le chantier est à 8 heures, même immeuble, même étage, porte 7B. 4 agents, badge, matériel. Personne ne posera de questions. Je marche encore 120 mètres. Je prends un café à emporter, paiement sans contact. Je reste près de la fenêtre du bar. Je vois la berline noire passer au feu. À l'arrière, un autocollant discret sur la vitre. Logo d'une association caritative locale. Couverture crédible. Mon téléphone vibre. Message d'un contact enregistré comme B. Terence tient en cabinet Martin, comptabilité. Le président du syndicat veut te voir avant la réunion. Urgent. 10h30. Bureau du 9e. Je relis. Syndicat. Réunion. 9e. Je n'ai pas de rôle officiel dans cet immeuble, sauf un seul, civil, validé par des signatures que personne n'a contestées. Je relève la tête. Au fond du bar, l'homme à la veste de cuir de tout à l'heure vient d'entrer. Il ne commande pas. Il regarde autour, son oreillette essaie la même que celle de la berline. Son regard s'arrête sur moi, une seconde de trop. Je ne bouge pas. Je comprends alors que le piège n'est pas l'appartement 7B. C'est la réunion de 10h30 et j'y suis attendu depuis longtemps sous un nom que je n'utilise plus. Retour arrière. Date certifiée par l'acte notarié. 14 avril, année N-7. Lieu, salle de réunion privée, hôtel d'affaires périphérie Est. Réservation au nom d'une société de conseil dissoute depuis. 3 entrées, 2 sorties. Aucun personnel après 21 heures. Je n'étais pas présente. J'ai reconstitué la scène à partir de relevés bancaires, d'écoutes ultérieures et de témoignages indirects. Les faits tiennent sur 4 pages A4. Je les ai relus jusqu'à ce que l'ordre ne varie plus. 19h42. Mon père arrive seul. Véhicule immatriculé au Luxembourg, prêté. Il porte une montre sans valeur, téléphone éteint. Il sait que la réunion est interne. Il sait aussi qu'elle est définitive. Les alliances ne se renégocient pas dans ce format. Autour de la table, 6 hommes, 2 issus de son propre réseau, 4 du clan allié. Les sièges ne sont pas répartis au hasard. Le président du clan allié est placé face à lui. À sa droite, son second. À sa gauche, le responsable financier. Aucun avocat, aucun enregistrement officiel. L'ordre du jour est court. Reconfiguration territoriale. Mutualisation de flux. Absorption d'actifs jugés dormants. Le mot trahison n'apparaît jamais. Le mot liquidation non plus. On parle de rationalisation. 2011. Une proposition est faite. Reprise de 2 entrepôts, cession de 3 sociétés écrans, transfert de créances. En échange, protection nominale, maintien d'un statut honorifique, retraite anticipée. Mon père demande 24 heures. La réponse est immédiate. Refus. 20h14. Un document est glissé sur la table, déjà signé par les 6 autres. Date antérieure de 3 jours. Mon père ne signe pas. Il se lève, il dit qu'il n'a rien à vendre. Il sort. 20h17, il ne quitte pas le bâtiment. À partir de là, les informations deviennent fragmentées. Ce que je sais, le parking souterrain n'était pas sous sa juridiction. La caméra à l'entrée était en maintenance planifiée. Le tir est unique, calibre courant, pas de témoin direct. Le décès est déclaré à 20h29. À 20h45, les comptes commencent à bouger. Les lignes de crédit sont gelées, les procurations changent, les clés logistiques sont désactivées. Les hommes qui dépendaient hors de lui reçoivent des messages courts, simultanés. Structure dissoute, ne pas intervenir. Ce n'est pas une purge, c'est un transfert. 22 heures. Une réunion de suivi a lieu, sans lui, les territoires sont redistribués. Les entrepôts changent de gestionnaire. Les sociétés passent sous contrôle du clan allié via des prête-noms déjà préparés. Les documents existent, j'ai retrouvé les brouillons. Le lendemain, à 8h12, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Une femme, voix neutre. Elle me dit que mon père est décédé. Accident selon les premières constatations. Elle me conseille de ne pas me déplacer seule. Elle ne me propose aucune aide. À 9h03, mon accès à 2 comptes est bloqué. À 9h15, le bail de mon appartement est résilié pour clause de risque. À 10h40, je suis convoqué par un notaire que je ne connais pas. Il me remet un dossier mince, testament simplifié. Aucun actif criminel, aucun bien immobilier. Une somme fixe déjà virée, suffisante pour 2 ans de vie, civile sans excès. Il me regarde pour vérifier une réaction. Je signe. Je ne pose pas de questions. Les jours suivants sont calmes, trop calmes. Les hommes que je connaissais changent de trottoir. Certains disparaissent. D'autres m'envoient des messages d'adieu, codés, qui parlent de fin de cycle. Personne ne propose de protection. Personne ne menace non plus.
Je suis simplement retiré de l'équation. Le clan allié consolide sa position. Article discret dans la presse locale sur une stabilisation du milieu économique régional. Un don public à une fondation. Un gala, des photos. Je regarde tout cela à distance. Je note les noms qui apparaissent. Je note surtout ceux qui n'apparaissent plus. À J+27, je prends une décision opérationnelle. Je coupe les derniers liens. Je change d'identité civile sans modifier mon visage. Même prénom. Autre nom. Je quitte la région. Formation courte, comptabilité, droit des sociétés, audit interne. Je choisis des compétences qui ne laisseront pas de traces visibles. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi mon père a été livré. La question est inutile. La réponse est toujours la même. Coût-bénéfice. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Dans le dossier notarié, entre deux annexes, sans importance, il y a une feuille que personne n'a commentée. Une liste manuscrite, non signée, des initiales, des montants, une date future, entourée. Je l'ai gardée. Je la compare aujourd'hui au fichier copié dans l'appartement 7B. Les initiales correspondent, la date aussi. La réunion de 10h30 n'est pas une coïncidence. Elle était prévue avant sa mort, reprogrammée sans lui, maintenue pour moi, sous une autre forme. Je comprends alors que le vol n'était pas son assassinat. Le vol, c'était le calendrier. Et quelqu'un croit encore qu'il m'appartient. Présent. Semaine 0, jour 3. Je travaille avec des plages fixes. 6h à 8h, collecte passive. 11h à 13h, interaction civile. 22h à 2h, vérification croisée. Aucun appel inutile. Aucun déplacement sans justification comptable. Je commence par la cartographie. Organigramme officieux reconstruit à partir de signatures, de présence aux réunions, de délégations temporaires. Le président ne signe jamais seul. Le second signe vite, trop vite. Le financier ne signe qu'après 19h. Les décisions opérationnelles passent par 2 intermédiaires sans titre. Je les place au centre. Flux financier. Je ne touche pas aux comptes principaux. Je suis les frais périphériques. Nettoyage, sécurité, consulting, location courte durée. Les mêmes sociétés reviennent à intervalles réguliers. 3 boîtes aux lettres, 2 cabinets d'avocats, un notaire. Les montants sont fragmentés sous le seuil d'alerte. Je les additionne. Les cycles apparaissent. Rivalité latente. Je les observe sans les provoquer d'abord. Les réunions s'allongent. Les pauses s'écourtent. Les regards changent quand un téléphone vibre. J'enregistre les silences plus que les paroles. Les mêmes noms sont évités par les mêmes personnes. Routine. Le président arrive toujours par l'entrée secondaire le mercredi. Le second déjeune seul le lundi. Le financier ne boit pas pendant les réunions, mais boit après. Les chauffeurs changent de tous les 6 mois, sauf un. Celui-là connaît les parkings. Je commence à influencer sans laisser d'empreinte. Première fuite ciblée. Un courriel anonyme envoyé depuis une borne publique, contenu factuel, incomplet, adressé à un cadre intermédiaire connu pour ses loyautés flottantes. Je mentionne un audit externe imaginaire, crédible, avec un calendrier plausible. J'inclus un détail exact que seuls les fondateurs connaissent. Le doute s'installe. Deuxième action. Une note vocale déposée sur une messagerie sécurisée, courte, neutre. Je ne dis pas quoi faire. Je dis ce qui a déjà été fait. La formulation crée un retard de réaction. Le message circule, amputé, déformé. Personne ne vérifie la source. Troisième levier. Je déclenche un conflit dormant. Un ancien accord territorial, jamais écrit, rompu par une modification mineure de planning de livraison. La faute est attribuable à une équipe précise. Elle ne l'a pas commise, elle le sait. Les autres non. Les incohérences apparaissent. Un paiement en double est détecté. Il est réel. Je l'ai provoqué par une redirection temporaire. Le financier accuse un sous-traitant. Le sous-traitant fournit des preuves. Le dossier remonte. Il s'arrête au niveau du second. Personne ne tranche. Une réunion est annulée sans explication. Le président parle d'un imprévu. 2 personnes savent qu'il ment. Elles ne se parlent pas. Je reste civil. Présence irréprochable. Je suis l'intermédiaire neutre pour des services sans lien apparent. Syndic, maintenance, assurance. On me consulte pour des avis techniques. Je ne donne que des faits. Je ne propose jamais de solution complète. Je laisse des options inachevées. Proximité contrôlée. Je suis invité à déjeuner par le cabinet comptable. Je refuse une fois. J'accepte la suivante. Je paie l'addition. Je pars avant le dessert. On me rappelle. Le boîtier GSM de la berline remonte des trajets. Les mêmes adresses, des horaires décalés. Je superpose avec les agendas officiels. Les chevauchements sont impossibles. Quelqu'un couvre quelqu'un. Je déploie un dernier élément. Un document apparaît sur une clé USB
oublié, lors d'une intervention de nettoyage. Il est vrai à 80%. Les 20% restants orientent une responsabilité vers un homme précis. Il a déjà été mentionné à demi-mot. Le document circule en interne, sans passer par moi. Les symptômes deviennent visibles. Les décisions prennent du retard. Les consignes se contredisent. Les alliances périphériques demandent d'Orsan des garanties écrites. On promet sans signer. Je note une réaction physiologique lors d'une réunion, main qui tremble légèrement quand un nom est prononcé. Je n'insiste pas. Je change de sujet. Le malaise persiste. À 22h48, un appel entrant sur ma ligne civile. Numéro masqué. Je laisse sonner. Un message vocal est déposé. Voix masculine, posée. Il me remercie pour la clarté de mes interventions. Il dit que certaines informations circulent sans trop vite. Il propose un entretien informel, seul à seul, hors agenda. Demain, 10h30. Bureau du 9e. Même heure, même étage. Je supprime le message sans l'écouter une seconde fois. À 23h02, une alerte s'affiche sur mon écran. Tentative d'accès à mon historique bancaire civil. Échec. Provenance interne. Ils commencent à regarder vers l'extérieur. Ils ne savent pas encore où regarder. Je ferme l'ordinateur. Je prépare 2 dossiers. Un vrai, un faux. Les 2 portent mon nom civil. Un seul porte aussi l'ancien, en filigrane, invisible, sans lumière rasante. Demain, je saurai lequel ils connaissent. 10h26. Couloir du 9e. Moquette neuve, odeur de colle. 3 portes fermées, une ouverte, le bureau est déjà occupé. Le président est debout, dos à la fenêtre. Le second est assis, main jointe. Personne d'autre. Je pose mon sac, je m'assois sans y être invité. 10h28, il parle de stabilité, de pression extérieure, d'un besoin de clarification. Je réponds par des chiffres, délai fournisseur, taux d'absentéisme, coût indirect lié au retard. Je n'utilise pas de nom. Ils le font pour moi. Le président mentionne un audit possible. Je demande le périmètre. Il hésite. Le second intervient. Trop vite. Il cite un cabinet précis. Je note l'erreur. Ce cabinet n'existe plus depuis 8 mois. Dissolution administrative. Je ne corrige pas. Je demande un devis. 10h34. Je glisse un document sur la table. Relevé de charge, signature du syndic, tampon conforme. Il montre une anomalie mineure. Une surfacturation récurrente, montant faible mais régulière. Le financier n'est pas là. C'est volontaire. 10h36. Le président me demande si j'ai connaissance de rumeurs. Je réponds que je ne traite que des faits traçables. Je précise que certaines rumeurs laissent des traces, parfois bancaires, parfois juridiques. 10h39. Le second transpire. Sa main droite serre le stylo jusqu'au bruit sec du plastique. Je parle d'un partenariat logistique à renouveler. Je dis que l'assureur exige des garanties supplémentaires. Je montre un courriel, il est authentique, la demande est réelle, le délai est court. 10h42. Il se regarde. Il ne me regarde plus. À partir de là, je déclenche la phase visible. Une alliance périphérique reçoit un dossier incomplet, volontairement, mais signé par la mauvaise personne. Elle s'en offusque. Elle suspend les livraisons. Le territoire nord est touché en premier. Pas le cœur. La périphérie. Une seconde alliance est alertée par un signalement administratif. Anonyme, vérifiable. Une inspection est programmée. Le président accuse un clan rival. Il convoque une réunion d'urgence. Elle est reportée 2 fois. La loyauté interne se fissure. Un chauffeur est interrogé par la police pour une infraction mineure. Rien de grave, il parle trop. Il mentionne des noms sans comprendre leur poids. L'information remonte. Le second exige une mise à l'écart. Le président temporise. Je reste présente, toujours civile. Je gère les conséquences techniques. Je fournis des solutions partielles. Je documente tout. Chaque échange laisse une trace écrite. Je fais signer. Les territoires deviennent instables. Une équipe refuse une consigne contradictoire. Une autre exécute la mauvaise. Les pertes s'additionnent. Les chiffres ne mentent pas. Les interprétations, si. Un soir, je suis invité à dîner. L'invitation vient du financier, enfin. Restaurant discret, addition partagée. Il parle peu, il écoute beaucoup. Il me demande si je crois à la malchance. Je réponds que la malchance n'a pas de calendrier. Je laisse un dossier sur la table en partant. Il ne me l'a pas demandé. Il l'ouvrira. À l'intérieur, un montage légal, parfaitement valide. Une option de dénonciation anticipée, déclenchable par une seule signature. La sienne. Elle protège sa responsabilité personnelle. Elle expose le reste.
Le lendemain, une rumeur circule. Quelqu'un cherche une sortie individuelle. Le président convoque le second. La réunion dure longtemps. Les portes restent fermées. À la sortie, le second ne me salue pas. Il évite mon regard. Le président, lui, me remercie pour mon professionnalisme. Je déclenche le dernier déséquilibre territorial. Une livraison est déplacée de 90 minutes, juste assez pour créer une confrontation avec un groupe voisin. Aucun mort, 2 blessés. Les téléphones s'enregistrent, les messages s'archivent. Les autorités commencent à apparaître dans les rapports sans encore agir. Observateur, prétexte administratif. Le filet se déploie. À 21h18, je reçois un message chiffré. Une seule phrase, il sait qui tu es. Je vérifie la source, elle est interne, très interne. Je comprends alors que le démantèlement a atteint son point critique, et que le prochain mouvement ne dépend plus des structures, mais d'une décision individuelle, prise dans un bureau où mon nom de naissance est déjà écrit sur un dossier que je n'ai jamais signé. Jour 0. 5h12. Je suis réveillé par une notification prioritaire. Pas une alerte, une confirmation. 3 procédures ont été enclenchées à 4h58, 5h01 et 5h04. 3 autorités différentes. 3 périmètres juridiques qui ne se recouvrent pas officiellement. Elles ne coordonnent pas. Pas encore. Je me lève, je m'habille, vêtements neutres, dossier rigide sous le bras, je ne prends rien d'autre. 7h30, première arrestation. Cadre intermédiaire. Motif administratif, contrôle fiscal élargi. Les comptes sont gelés préventivement. Les employés sont interrogés sur place. Les téléphones sont saisis. Les mots urgence et routine apparaissent dans le même rapport. 8h10. Une alliance périphérique se retire formellement. Communiqué bref. Clause de sauvegarde. Elle cite des risques réputationnels. Elle joint des pièces. Certaines viennent de moi, d'autres non. Le montage tient sans signature apparente. 8h42. Le financier active son option. Je le sais parce que le document est horodaté. Il signe électroniquement depuis un terminal interne. La dénonciation est propre. Elle ne le protège pas complètement. Elle suffit. 9h05. Deuxième arrestation. Cette fois, c'est ciblé. Mandat nominatif. Les chefs d'accusation sont précis. Trop précis pour être improvisés. Les flux financiers sont détaillés sur 5 ans. Les sociétés écrans ne servent plus à rien. 9h17. Les téléphones internes cessent de répondre. Les messageries sécurisées se verrouillent. Quelqu'un a déclenché un protocole de destruction de données. Il arrive trop tard. Les sauvegardes existent déjà ailleurs. 9h30, réunion d'urgence annulée. Le président ne se présente pas. Le second est introuvable. Les chauffeurs sont interrogés séparément. Les versions divergent sur des détails insignifiants. Les détails s'accumulent. Je suis dans mon bureau civil. Porte ouverte, ordinateur allumé. Je travaille sur un rapport banal. Charge, échéance, rien d'illégal. Je suis appelé 2 fois. Je ne réponds pas. 10h11, troisième arrestation. Cette fois, ce n'est pas un homme. C'est une structure. Saisie conservatoire, scellée. L'entrepôt principal est bloqué. Les livraisons s'arrêtent. Les pertes sont immédiates. 10h26. Le président m'appelle sur ma ligne directe. Numéro non masqué. Je réponds. Il ne parle pas tout de suite. J'entends sa respiration. Elle est irrégulière. Il me demande ce que je sais. Je réponds que je sais ce qui est public et ce qui est traçable. Il prononce mon nom civil, puis un autre. Mon nom de naissance. Mal prononcé, comme un test. Je ne corrige pas. Il me demande si tout cela est une coïncidence. Je réponds que les coïncidences ne laissent pas de procès-verbaux. Il raccroche. 10h54. Une tentative de fuite est signalée à la frontière. Véhicule intercepté, faux papier, vrai visage. Le second est à l'intérieur. Il demande un avocat. Il parle ensuite sans attendre. 11h30, les médias commencent à relayer. Pas encore de nom. Des expressions neutres. Réseau structuré, soupçon grave, enquête de grande ampleur. Les mots sont choisis pour durer. 12h08, je reçois un message interne automatisé. Accès révoqué. Il arrive trop tard. Mon rôle est terminé depuis 5h04. Je quitte l'immeuble par l'entrée principale. Personne ne m'arrête. Personne ne me regarde. À l'extérieur, 2 véhicules banalisés sont garés en double file. Les agents parlent entre eux. Ils ne me demandent rien. À 12h41, une notification finale apparaît sur mon écran. Un fichier audio joint. Provenance. Numéro interne du président. Enregistrement ancien. Très ancien. Antérieur à la réunion de l'hôtel. Je reconnais la voix de mon père. Calme. Il parle de moi sans me nommer. Il décrit une variable à long terme. Une sortie stratégique, un délai incompressible.
Je m'arrête de marcher. Je comprends alors que l'effondrement que j'observe n'est pas une réaction en chaîne. C'est l'exécution différée d'un protocole que je n'ai fait qu'activer, sans savoir que le dernier ordre n'était pas le mien. G plus 41. Le clan n'existe plus comme entité fonctionnelle. Les structures juridiques sont dissoutes ou sous administration judiciaire. Les comptes sont gelés, les territoires sont repris par des acteurs secondaires sous supervision. Les noms circulent dans la presse puis disparaissent secondes derrière des initiales. Le président est mis en examen. Détention provisoire. Chef d'accusation principal, association de malfaiteurs en bande organisée. Les chefs secondaires s'empilent. Les avocats demandent des délais. Les délais sont refusés. Le second coopère. Partiellement. Il cherche à négocier une chronologie. Il fournit des faits déjà établis. Il en retarde d'autres. Il ne contrôle plus le rythme. Le financier obtient un statut intermédiaire. Protection conditionnelle. Ces déclarations ouvrent des procédures ailleurs, hors périmètre initial. Le dossier s'élargit sans moi. Des règlements internes ont lieu avant les audiences. Disparition non élucidée, incendie accidentel, chute domestique. Les rapports sont clos rapidement. La structure ne protège plus personne. Je ne suis cité dans aucun document officiel. Mon nom civil apparaît une fois, dans un rapport annexe comme prestataire technique sans rôle décisionnel. Aucun lien familial n'était mentionné. Les archives publiques ne font pas le rapprochement. Je ferme mes comptes professionnels, je résilie mes contrats, je rends les badges, je vide un bureau qui n'était pas à moi. Personne ne vérifie le contenu. Je change de ville, même pays. Nouveau bail, nouveau travail, comptabilité interne d'une entreprise sans exposition. Horaire fixe, dossier propre. Aucun contact inutile. Une dernière enveloppe arrive par courrier simple. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB et une feuille pliée en 4. Je n'ouvre pas la clé tout de suite. La feuille est manuscrite. Même écriture que celle de la liste notariée. Peu de mots. Technique. Pas de phrase complète. Des dates, des montants, des noms déjà jugés. Et une mention en marge. Sortie validée si variable intacte. Je comprends. Mon père ne m'a pas éloigné du milieu pour me protéger d'eux. Il m'a sorti pour préserver une pièce que personne ne pouvait identifier comme telle. Une variable hors système, sans casier, sans loyauté visible, sans dette. Je n'étais pas l'héritière. J'étais la redondance. Je branche la clé USB une seule fois. Le contenu est ancien. Plan, compte, procédure, des scénarios alternatifs, datés bien avant sa mort. Tous aboutissent au même point. Un effondrement progressif déclenché par une présence civile légitime. Je supprime les fichiers. Je formate la clé, je la casse en deux. Je jette les morceaux dans 2 conteneurs différents. Le soir, je dîne seul. Ticket payé en espèces, 18,40 €. Je rentre à pied. Personne ne me suit. Le nom familial ne circule plus. Il n'est ni vengé, ni restauré. Il est clos. À 22h17, je reçois une dernière notification automatique. Dossier classé, procédures en cours transférées. Je désactive le téléphone. Il n'y a rien à observer après ça. Seulement une continuité sans trace, et le silence enfin conforme.